Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Paris Région Entreprise, qui est une émanation de la région Île-de-France. Vous êtes chargé de travailler sur l'attractivité de la région Île-de-France. Vous êtes aussi, on en parlera tout à l'heure, à l'initiative de la création d'une start-up qui travaille dans l'immobilier. Et vous êtes enfin l'ancien conseiller du président d'Aéroports de Paris. Et donc je ne peux pas laisser passer l'occasion de vous interroger sur ce qui s'est produit hier, c'est-à-dire l'abandon de la construction d'un nouvel aéroport en France. Je ne vais pas vous demander votre point de vue sur la décision politique, mais sur une petite phrase que Emmanuel Macron avait sortie pendant la campagne, qui était « Si on ne fait pas cet aéroport, si on renonce à appliquer la consultation populaire telle qu'elle avait été exprimée, alors il n'y aura plus la possibilité de faire aucun projet de ce genre en France ». C'est le cas maintenant ? Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y avait la question d'abord de la nécessité de cet aéroport. On sait que la France est saturée d'aéroports. Ça, c'est un vrai premier sujet. Il y a trop d'aéroports ? Il y a trop d'aéroports aujourd'hui en France. Donc c'était inutile de faire cet aéroport ? Il y avait des questions qui se posaient effectivement sur celui-ci. Le deuxième point, c'est la question de la façon dont l'État rédige aujourd'hui ses contrats d'infrastructure avec les acteurs privés. On l'a vu sur l'écotaxe, où l'État a payé une somme absolument gigantesque. On n'est pas loin d'un milliard de dédits au total. De dédits sur l'écotaxe. Aujourd'hui, on voit que les conditions de dédits sur ce projet sont absolument dantesques pour l'État également. Vinci chiffre ça entre 350 et 400 millions d'euros de pénalité en réalité. De pénalité, exactement, pour l'État. Et le troisième point, effectivement, qui se pose, c'est la question de l'État à mettre en place, au-delà des aspects effectivement, comme politique et de sujets de le rôle de la police ou ces sujets-là. Mais la troisième question pour l'État, c'est sa capacité à aménager le territoire et à créer des infrastructures qui sont pérennes. Et alors là, justement, Emmanuel Macron disait, avant d'être élu président de la République, si on renonce au fond devant ceux qui occupent la ZAD, alors plus aucun grand projet ne sera possible, c'est vrai ? On avait renoncé à Sivins pour le barrage. Alors, il y a un petit barrage qui a été fait. Oui, bien sûr, il y a finalement un petit barrage qui a été fait. On avait renoncé pour l'écotaxe. N'oublions pas que l'écotaxe, qui est un projet dont les nécessités étaient absolues, qui permettait de taxer des camions étrangers pour financer les routes françaises, a été arrêté tout simplement parce qu'il y a eu une manifestation de quelques dizaines de milliers de personnes et la destruction volontaire d'un certain nombre de matériel. Bon, donc ça veut dire que par exemple, le Paris, le Grand Express, cette liaison ferroviaire qui doit boucler l'ensemble de la région parisienne, qui prend du retard, dont la Cour des comptes dit que les budgets sont en dérapage complet, tout ça va prendre effectivement du retard au risque de ne pas se faire ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas lié à une structuration des oppositions, je dirais, locales de certains militants. Par contre, on a un problème aujourd'hui financier de cette équation. Et c'est là où l'État, quelque part, est en train de faillir. C'est-à-dire que l'État doit aujourd'hui, pour être un bon investisseur, pour préparer l'avenir, il doit être capable de rédiger des bons contrats d'infrastructure. Premier point. Il doit être capable de décider la nécessité des infrastructures, donc de les prioriser, de ne pas se perdre son temps avec des infrastructures parfois inutiles. Donc le Grand Paris Express est une infrastructure qui a été jugée extrêmement utile. La ligne 18 pour Saclay dès 2024 a été considérée comme quelque chose d'essentiel. Mais ce ne sera pas, le contrat ne sera pas tenu. Et donc aujourd'hui, on sait que le calendrier est en retard. Et donc c'est là aussi encore un échec de l'État investisseur. Et le troisième point de l'État investisseur, c'est qu'une fois qu'il a décidé d'un de ces projets, qu'il les a priorisés, c'est être capable de faire tenir leur réalisation. Et aujourd'hui, sur ces trois volets, à la fois le financement, à la fois la priorisation, à la fois la sécurisation et la réalisation de ces projets, l'État est en faillite. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui nous pose question quand on regarde ce rôle-là. L'État est en faillite, entre autres parce que les recours sont multiples et ils sont possibles pendant des années et des années. Le gouvernement, Édouard Philippe, dit les gouvernements précédents n'ont pas décidé. La droite répond jusqu'en 2013, les recours n'étaient pas purgés. Autrement dit, on ne pouvait pas mettre un coup de pioche sans être dans l'illégalité. C'est le cas ? Oui, c'est effectivement vrai là-dessus, mais bon, n'oublions pas que c'est en partie le Grenelle qui a renforcé considérablement les droits de saisine, y compris d'opposants qui n'ont pas d'intérêt à agir directement sur ces projets-là. Et aujourd'hui, si on veut que l'État puisse aménager le territoire au bénéfice des générations futures, donc créer des infrastructures, pour l'intérêt général, donc. Dans l'intérêt général, il faut que l'État ait une capacité à imposer ses choix de manière extrêmement forte. Et donc réduire le nombre des recours possibles, c'est ça que vous dites ? Réduire la capacité de saisine des autorités judiciaires, réduire donc le nombre des personnes qui sont capables de le faire, réduire la durée dans le temps de ces recours et considérer qu'il y a certaines opérations qui sont d'intérêt national et donc qu'il n'est pas possible que les intérêts particuliers, quels qu'ils soient, puissent s'y opposer. Bon, cet abandon de Notre-Dame-de-Lande, c'est une bonne raison pour la région une bonne nouvelle pour la région Île-de-France ? Non. Il ne faut pas aujourd'hui voir une opposition entre la région Île-de-France et les autres régions. Elle existe. Édouard Philippe a dit hier,
pas dit avec ces mots-là, mais ces gens-là pourront prendre le train pour aller prendre l'avion en région parisienne. Bon, bonne oui, nouvelle pour mais eux. cette opposition aujourd'hui est un peu factice. Le monde Datar, donc selon la Datar dans lequel on devait sortir la richesse de Paris pour la mettre dans les territoires. Datar, c'était la délégation à Sur l'aménagement du territoire. et- C'était le siècle dernier. Exactement. Ce monde-là est fini tout simplement parce qu'aujourd'hui on est dans une compétition entre les grandes métropoles mondiales. La France a une chance unique, c'est d'avoir avec la région Île-de-France la 4e région mondiale en termes de création de richesse, 4e mondiale. Et donc c'est un atout exceptionnel dans notre jeu de cartes. Et vouloir dégrader la position de la région Île-de-France, c'est vouloir dégrader la position de la France aujourd'hui. Vous avez également participé à la création d'une start-up qui s'appelle Real Estate, comme technologie, un jeu de mots franglais pour expliquer que vous travaillez dans les nouvelles technologies liées à l'immobilier. Vous revenez du salon de Las Vegas, on parle beaucoup de voitures autonomes, on parle beaucoup de santé connectée. L'immobilier aussi est perturbé, peut-être fracassé même par l'arrivée de ces technologies? Oui, l'immobilier est en train de changer, alors que sur le salon de Las Vegas, qui a beaucoup sur la partie immobilière des choses, c'est tous les objets liés à la maison connectée, donc en fait tout un ensemble d'objets. Chauffage, lumière, régulation, lumière, volet, entrée, sécurité, les serrures connectées. Aujourd'hui, tout ça est assez classique au fond, non? C'est assez classique, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la convergence de ces objets qui étaient autrefois autonomes les uns les autres. On les voit interconnectés aujourd'hui, encore une fois, toujours la même chose, par deux grands outils qui sont les outils, les haut-parleurs intelligents d'Amazon d'un côté et de Google de l'autre. Ce sont ces box qu'on installe chez soi et qui permettent de commander la totalité ou une partie des fonctions de domotique, c'est ça? Exactement, qui permettent de connecter la serrure connectée, qui vont permettre de connecter votre visiophone, qui vont permettre de connecter votre chauffage et un ensemble d'autres appareils. Et donc on voit la plateformisation, la centralisation de ces objets sur ces deux plateformes et avec effectivement ce qu'on peut imaginer derrière, c'est-à-dire une captation de la part de valeur par ces deux géants. De vos données personnelles, de votre vie personnelle et de la valeur. De la valeur, et y compris pour des gens qui sont des fabricants de ces objets. Il y en a certains Français qui en sont des il y a quelques leaders mondiaux, je pense à Somfy, qui est Somfy, qui travaille dans les automatismes. Vous avez des Legrand, vous avez Oui. des Schneider sur un certain nombre de produits. Et donc ceux-là doivent passer sous la loi de Google et d'Amazon pour se connecter à ces box-là, c'est ça? Eh ben, ils vont devoir de plus en plus aller vers la convergence avec ces plateformes qui sont en train de devenir un peu le standard, quelque part, ou l'endroit où se centralise l'information dans ces sujets-là. Donc c'est vrai que, et c'est ce qu'on voit au CES en général, il y a beaucoup de startups, c'est très bien, startups françaises, mais il y a cette fameuse vallée de la mort qui fait qu'on voit très peu de Français de taille moyenne, intermédiaire ou même de grande taille. La vallée de la mort, c'est une image qui explique qu'entre une start-up et une très grande entreprise, il y a souvent beaucoup d'entreprises qui meurent dans leur croissance. Et particulièrement chez nous, puisqu'elles ont souvent du mal à grandir. Et ça se voit à Las Vegas? Je veux dire, on dit beaucoup, il y a eu des centaines d'entreprises, la France est là, la France est présente, vrai? La France est présente sur la partie start-up, en nombre, effectivement, avec la deuxième délégation mondiale, et c'est très très bien, ça envoie un signal extrêmement positif sur l'image du pays. La question, c'est comment demain on fait en sorte que la France soit présente, y compris sur les entreprises de taille intermédiaire ou de très grande taille, qui exposent sur un autre lieu du salon, et c'est là tout l'enjeu dans les prochaines années. Grandir toujours pour se confronter à cette compétition mondiale. Merci beaucoup, Robin Merci à vous. Ribaton.